Bonjour Norbert Bonjour. Chatillon. Nous avons le plaisir de t'accueillir ici à l'université d'été de Jardiner c'est possible, donc université de fin août 2011. Tu apparaîtras donc avec des intervenants universitaires ou d'autres... Tous prestigieux, sauf Voilà. moi, mais tous prestigieux. Voilà, donc en ce qui te concerne, tu es psychanalyste et la première question qui m'est venue, vivant ici sur ce lieu le temps des vacances, quelle est la place de la psychanalyse dans l'espace Jardiner c'est possible? C'est une place évidente. Comme d'autres disciplines, l'ethnologie, les disciplines de psychologie plus récentes, plus modernes, parce que c'est un des éléments constituants de la rencontre avec soi. Ni plus, ni moins. Étant donné que la psychanalyse, c'est pas la psychothérapie, c'est une explication avec la part inconsciente de soi qui généralement nous préoccupe, nous trouble, nous dérange. Donc la psychanalyse, c'est une interpellation pour tenter de s'expliquer avec soi. S'il y a un effet thérapeutique, un mieux-être, c'est tant mieux, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de se rencontrer pleinement soi-même, y compris dans les dimensions qui nous constituent, qu'elles soient individuelles, familiales, personnelles ou collectives. Et l'avantage, je dirais, de ce lieu, c'est qu'il nous met face à ces deux dimensions qui sont la confrontation avec la part de soi intérieure et la confrontation avec les autres, et qui nous fait les interpeller et qui nous fait être interpellés par eux. Donc pour moi, c'est une évidence. La psychanalyse n'est pas au-dessus des autres approches disciplines, c'est une discipline parmi d'autres, et c'est le mérite de Jardiner c'est possible que d'accueillir justement, par-delà les modes, les courants dominants ou pas dominants, d'accueillir différentes disciplines, dont les approches psychanalytiques. D'accord, donc ça cohabite tout à fait bien avec tout ce qui est psychologie comportementale. Alors ça cohabite bien. C'est à voir. À l'espace, ça cohabite bien et parfois moins bien, mais c'est justement la richesse de l'espace et de Jardiner c'est possible, justement de jardiner dans cet espace intérieur et extérieur. Et des fois, il y a des frictions, des interpellations, mais c'est la vie. C'est la vie. L'espace, c'est pas un lieu coupé de la vie. C'est un lieu où se retrouvent différents éléments de la vie, avec y compris des personnes. Ça fait partie du lot de la psychanalyse, qui résiste à cette confrontation à l'inconscient. Mais à partir du moment où les gens gardent leur liberté d'entrer dans la confrontation et qu'on respecte aussi les moments où ils n'y sont pas ouverts ou favorables, et dans un respect mutuel, c'est un lieu où on peut se sentir, chacun peut se sentir bien. Et s'il se sent mal, c'est aussi un lieu où il peut parler le fait de se sentir mal, sans jugement. Et par rapport donc à tout ce qui est dimension créatrice, je veux dire art plastique, musique, est-ce qu'il y a un lien actuellement avec la psychanalyse ici sur ce lieu? À ma connaissance, il n'a pas été clairement engagé. J'ai jamais eu, par exemple, d'atelier où on travaillait sur la création et ensuite on la reprenait. Mais je trouve que c'est plutôt sain de ne pas faire de forçage. La création artistique, c'est la création artistique. Le regard psychanalytique, c'est un autre regard. Ça peut être créatif, mais si un jour ça doit se faire, ça se fera. Il ne faut pas bousculer. Pour te donner un exemple, moi je disais à Yves Donard il y a quelques mois, cette année, puis j'ai pas eu le temps parce que je partais à l'étranger, je viendrais bien pour animer un stage de peinture. Et complètement me mettre sur un autre registre. Mais si j'avais fait un stage de peinture, il est vraisemblable que jamais je me serais mêlé de fouiner dans l'inconscient des uns et des autres et du mien. J'aurais laissé la créativité. La créativité, il faut la laisser être, parce qu'au fond, le plus important, c'est là où elle parle aux autres. Après, chacun s'explique avec lui-même. D'accord, donc c'est une expérience singulière. Singulière pour chacun, oui. Voilà. Et en même temps partagée. Et alors, dans un autre sens, que pourrait dire la psychanalyse de l'espace? En arrivant, en revenant de la mer, j'ai vu entre mer et forêt. Je crois que l'espace, il est entre mer et forêt. Et ça me fait penser en psychanalyse au fait que le moi, il est pris entre deux ferveurs
les pulsions intérieures, hein, c'est la marée qui monte, qui descend, hein. Et la forêt qui maintenant, avec les humains, et surtout dans des régions comme celle-ci, est structurée, organisée, déblayée, surveillée par rapport au risque d'incendie, restaurée lorsqu'il y a des tempêtes. Donc en fait c'est l'autre côté, c'est le surmoi, la règle qui dit maintenant on va protéger la nature, soyons écolos par exemple, mais de manière organisée. Donc effectivement, quand j'ai vu entre mer et forêt, c'est un espace entre mer et forêt. C'est entre les pulsions de la nature, et avec la mer, elle peut nous coller un tsunami sur la gueule dans certains moments. Et puis la forêt dont on essaye en même temps de dire laissons-la être naturelle, mais à condition de bien la contrôler. Alors l'espace, c'est un endroit où il y a effectivement tous ces flux et reflux, hein, de la marée, avec des marées hautes, des marées basses, et puis aussi il est inscrit à l'intérieur d'une forêt qui a ses règles si on veut qu'elle vive et qu'elle continue au bénéfice des uns et des autres. Donc il y a vraiment quelque chose qui m'a parlé tout à l'heure. Je me suis dit, mais c'est quand même les lettres en plus gros qui sont écrites. C'est entre mer et forêt, il me semble, à peu près. Bon, ben, je sais pas, c'est ma manière de répondre. Donc il y a un cadre qui s'impose de soi. Oui, qui s'impose peut-être, mais en tout cas qui s'offre. Qui s'offre naturellement. C'est quand même l'espace, Jardin c'est possible, enfin, ce lieu magique maintenant, alors qu'il a été créé, il a été fondé par Yves et d'autres, et toute une équipe depuis maintenant plusieurs générations, on a l'impression qu'il est inimaginable qu'il y ait pu avoir autre chose que ce lieu-là. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez qui s'impose, oui, qui s'impose. Et effectivement, le travail psychanalytique, le travail de confrontation avec nos ferveurs antagoniques, eh bien, il a sa place, comme les autres approches artistiques, esthétiques, journalistiques aussi. Hein, il y a la place pour tout cela. C'est véritablement quelque chose, je ne dirais pas qui est naturel, mais qui paraît quasi naturel. Oui, donc le cadre actuel, bon, c'est vrai qu'il est posé d'année en année, d'une certaine manière, avec une thématique. C'est-à-dire que l'université d'été, cette année, a une thématique particulière. L'an passé, c'était autre chose. C'est-à-dire d'année en année, ça évolue. On est passé de l'empathie à l'empathie, là. De l'empathie à l'empathie, tout à fait. Mais en fait, l'espace, ce serait aussi un peu un microcosme, comment... Oui. De la société. D'une certaine société, parce qu'il faudrait faire un peu la sociologie de qui fréquente l'espace, quelle génération, quelles sont les origines culturelles, professionnelles, sociales. Ça, je ne suis pas spécialiste, il faudrait plutôt interviewer les organisateurs. Mais en tout cas, du point de vue qui me concerne, du point de vue psychologique, effectivement, il y a un côté microcosme évident avec différentes générations, différentes manières de vivre. On voit toute l'évolution. Moi, j'ai connu l'espace au début où il y avait les caravanes, je peux appeler ça des caravanes, des restes de caravanes, des bouts de tentes, etc. Et aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui est plus inscrit dans les éléments matériels du confort, qui sont requis par la vie, et aussi imposés par les règles extérieures de l'action sanitaire et sociale, des éléments de sécurité, d'équipement, de sorte que l'espace, c'est un compromis entre, encore une fois, les ferveurs des uns et des autres, nos évolutions et les règles qui nous sont imposées. Et curieusement, les thèmes de l'université d'été sont à l'image des évolutions. Cette année, donc, on travaille sur l'empathie. Je suis convaincu qu'il y a 20 ans, ce n'est pas un thème sur lequel nous nous serions enthousiasmés. Et ce qui est intéressant lorsque ces thèmes sont proposés, c'est que, on va peut-être en parler dans un instant, c'est que le travail avec des intervenants très variés et très différents oblige à pousser sa propre pensée à la limite et peut-être à pousser même le thème sur lequel on travaille, à découvrir nos limites par rapport à ce thème et les limites même de portée de ce thème. Bon, je peux m'en dire un peu plus si tu veux. L'impression que j'ai, c'est que l'empathie, c'est quelque chose,
C'est pas un concept, c'est quelque chose qui se vit, c'est ce qu'on appellerait une catégorie de l'expérience. Et qu'à partir du moment où il y a des ateliers qui sont plus théoriques, des ateliers plus expérientiels, on va avoir une difficulté parce qu'à certains moments, quand on essaie de théoriser ou de penser des choses, on tombe dans un piège. C'est-à-dire qu'on risque de passer de l'empathie à l'empathisme. C'est-à-dire une sorte d'idéologie qui va dire on prépare, on peut se préparer à être empathique avec les autres. Or pour moi c'est quelque chose d'impossible. À partir du moment où ça devient une posture ou une technique, c'est quelque chose qui perd de son empirisme, c'est-à-dire de ce qui est dérivé de l'expérience, c'est quelque chose qu'on essaie d'organiser. Et là on touche la limite. Et là, les uns les autres, on va être confrontés cette semaine qui commence, puisque j'en parle, au moment où j'en parle, on n'a pas fait le boulot. Mais je sens déjà dans nos réunions de préparation que ce qui va être passionnant, c'est pas ce que chacun va dire, pas plus ce que je vais dire que ce que les autres vont dire. Ce qui va être passionnant, et c'est la richesse de l'espace du possible, c'est justement le fait que on va les uns les autres nous confronter à nos repères et à nos limites, et à la difficulté de trouver des mots pour partager quelque chose qui est extrêmement intime. Parce que c'est quand même un sacré thème. On nous demande de travailler collectivement sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Et d'ailleurs, l'intime, c'est quelque chose qui traverse l'histoire de l'espace. Et le jardin, c'est possible. Yves a même introduit à un moment donné le concept d'extime. C'est vraiment quelque chose qui traverse l'histoire. Et que cette année, on débouche sur l'empathie. Bon, j'y ai pas pensé, mais d'autres y ont pensé, Yves y a pensé, ça suffit. Et du coup, moi je suis venu parce que j'avais rien à dire à ce sujet. Et que chaque fois qu'on m'interpelle sur quelque chose à quoi j'ai jamais pensé, je suis partant. Ça me pousse à mes limites. Moi je sais pas quoi dire de plus. Ce serait quoi alors? C'est pas un terme psychanalytique, ce serait plus un terme rogerien Roger c'est quand même, a quand même une bonne formation psychanalytique. Mais c'est quelque chose effectivement qui a été, du point de vue de l'expérience, mis en mots et décrit en tant que processus par Rogers. De ce point de vue-là, c'est une contribution. Et ça, pour moi, je trouve que c'est extrêmement respectable et c'est une contribution, une avancée. Mais le risque, ce que j'appelle le risque d'empathisme, c'est le moment où on voudrait se dire on va travailler en se préparant à être dans l'empathie avec l'autre. Pour moi, là, il y a quelque chose d'une instrumentalisation qui risque d'être... c'est un risque, je ne dis pas que ce le serait, mais nous sommes à cette frontière, à cette limite du risque d'un dévoiement. C'est un petit peu comme quand on lit Karl Marx. On lit Karl Marx, qu'est-ce qu'il fait Karl Marx? Dans la partie de ses travaux économiques et sociologiques, il décrit de manière très précise et encore valable actuellement, il suffit de reprendre la critique de l'économie politique, tout le fonctionnement du capitalisme. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le communisme dont il a parlé ensuite. On pourrait même dire qu'il a produit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a tellement décrit les limites du capitalisme qu'il a réussi, Karl Marx, à fournir aux capitalistes toutes les instrumentations pour se protéger et continuer de plus belle. Eh bien, le problème de l'empathie, c'est un petit peu cela. C'est-à-dire que c'est une découverte, une mise en évidence par Rogers d'une telle force, d'une telle puissance singulière et intime, une telle richesse, que si on commence à la formaliser, à la théoriser et à vouloir lui donner un certain formalisme qui pourra ensuite déboucher sur des pratiques de coaching, des pratiques de management, etc., nous sommes en risque de manipulation. Je ne parle pas des personnes, je dis qu'une personne, et c'est là que je rejoins la psychanalyse, c'est que toutes ces approches techniques, si quelqu'un n'a pas fait un travail sur lui-même, pour les considérer comme des outils, comme des instruments, mais pas comme des éléments de domination et de pouvoir, ça nous met en danger et ça met les autres en danger. Et l'approche dite empathique n'échappe pas à ce risque. Et cette semaine, je crois qu'elle est intéressante au sens, elle va peut-être nous conduire à pointer les uns par rapport aux autres nos limites lorsqu'on nous utilisons des mots qui ne sont pas vraiment des concepts, qui servent juste à décrire une expérience. Et quand on commence à théoriser, on va s'apercevoir qu'on est passé à autre chose et qu'on usurpe peut-être le mot d'empathie. Oh je t'ai filé mon ressentiment. Voilà. Oui, alors donc le risque, ce serait, la limite, ce serait créer une idéologie dominante, quelque chose qui après deviendrait un système en fait. Oui, mais le risque il existe. C'est pas notre réunion de cette semaine qui va créer ce risque. Ce risque existe. On pourrait presque dire que notre réunion de cette semaine, sa chance, c'est peut-être de nous alerter sur ce risque.
de nous rendre plus vigilants. Alors, est-ce qu'on serait passé à l'espace des possibles, dans les années 70, de l'illusion du pulsionnel libérateur à autre chose? Ben, j'espère qu'on n'a pas quitté l'illusion du pulsionnel libérateur. J'espère. Parce que moi, c'est dramatique quand je vois comment beaucoup de gens, y compris dans les jeunes générations, sont dans un conformisme qui me désespère. J'espère qu'on n'en est pas sorti, mais qu'on a au contraire à reconstruire, lui redonner une place, sans prétendre que c'est lui qui doit triompher contre. On doit la pulsion, le pulsatile, le pulsionnel, rien que de penser qu'il serait libérateur, mais libérateur de quelles contraintes? Maintenant, la question c'est de quoi peut-il être créateur? Parce que quand on veut se libérer, c'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans l'émergence des révoltes dans les pays du Moyen-Orient notamment, où on est dans une phase où il a été et c'est très salutaire, où les gens ont pu exprimer ce dont ils ne veulent plus, mais ils sont dans quelque chose d'extrêmement délicat pour se libérer de ce que leur repère, c'est ce dont ils ne veulent plus. Les années 70, c'était effectivement ça. Le pulsionnel se voulait libérateur. Mais à partir du moment où on l'a libéré, qu'est-ce qu'on en fait de cette libération? La libération, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est justement quelque chose qui est une transformation de la libération en une organisation équilibrée entre l'intérieur de soi et le monde extérieur. C'est vrai, parce que ta question elle est très très pertinente. Le pulsionnel libérateur, c'est effectivement un concept des années 70, mais est-ce qu'il nous a libérés? C'était là l'illusion. Mais par contre, qu'il y ait une place au pulsionnel, pour le pulsionnel c'est la vie. Et des personnes qui n'accueillent pas leur pulsion, ou qui au contraire se laissent dominer que par leur pulsion, toute référence à une affaire légèrement new-yorkaise récente serait purement fortuite. Là, on est dans la dérive. Et ce monsieur dont je parle fait partie de ma génération. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas au pays de la pulsion, lorsque justement, elle n'est pas reprise à l'intérieur d'une totalité de soi. Mais à l'époque, c'était valable. Mais le risque qu'on a aujourd'hui, c'est de retomber dans une période à nouveau victorienne. C'est-à-dire, la pulsion n'a plus droit de citer. Alors, de toute façon, quoi que tu fasses, et dans tous les sens du mot, y compris relationnel, amoureux, passionnel, on te colle de prenez vos précautions. Alors, le principe de précaution dans la sexualité, il renvoie aussi à un certain nombre de risques correctement identifiés, on le comprend. Mais à partir du moment où la précaution devient une fonction d'empêchement d'être, c'est une vraie question. Et effectivement, ce qu'on a à retrouver, et peut-être ce sera parlé cette semaine, parce que souvent dans l'empathie, on parle de l'empathie comme si c'était un lien avec l'autre, mais c'est d'abord, il serait peut-être temps que nous ayons une petite empathie avec nous-mêmes. Qu'il soit une empathie qui ne soit pas forcément prisonnier d'une image et dans le narcissisme. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Parce que le narcissisme, c'est pas l'amour de soi, c'est la fascination par l'image. Hein? Et c'est ce qui se passe pour Narcisse. Narcisse, il est là devant le plan d'eau, et puis il est sidéré, il ne peut plus rien faire de son image, il est bloqué. Comment, si on regarde bien le texte d'Ovide, on s'aperçoit que Narcisse, il est l'enfant d'un abus ou d'un viol entre un fleuve et une rivière, qui dans le tourment s'enlace, et puis il semblerait que le Zéphise n'ait pas relâché son étreinte sur la rivière Lyriope, ce qui aurait donné lieu à la naissance de Narcisse. Et comme par hasard, Narcisse, à quoi il se confronte? À un plan d'eau calme. C'est intéressant de regarder l'ensemble de l'histoire du mythe de Narcisse. Eh bien, l'empathie, ce serait un peu comme cette histoire-là. C'est-à-dire que ne pas perdre de vue que l'empathie, ce serait une forme de retour à la source, hein, mais que le retour à la source, c'est pas la régression, c'est pas le refus de tout ce qui s'est passé auparavant. Dans l'empathie, nous sommes comme des sourciers, mais des sourciers pas instrumentés. Tu sais, les gars, ils sentent qu'il y a de l'eau. Il y a des gens, ils le sentent. L'empathie, elle est un peu comme ça. Puis après, il y a aussi des gens, Rogers en fait partie, qui deviennent des sourciers. C'est-à-dire qu'ils instrumentent un petit peu. Ça, moi, ça me convient. Mais à partir du moment où on va dire que, voilà,
On a des instruments pour dire que tel cours d'eau à telle longueur, tel autre à autre longueur, à tel débit, etc. On instrumente. Là, on fait de la géographie. Là, on fait de la topographie. Là, on fait de la géologie. Mais à ce moment-là, on a quitté le contact premier du sourcier. Donc, on fait autre chose. Et j'ai rien contre. C'est comme ça qu'on avance. Mais à ce moment-là, on arrête d'utiliser le mot empathie. Alors peut-être qu'on en invente un autre. Où l'empathie est intégrée dans quelque chose. Ben, pour la pulsion, c'est la même chose. Et je n'imagine pas en plus qu'il puisse y avoir quelque chose d'empathique sans une mobilisation de la pulsion. Mais je ne vais pas en dire trop parce qu'il y a une semaine. Donc un travail de l'individu, donc une intégration personnelle, mais en termes de régulation, de quelle manière ici, bon, on est en 2011, les choses bougent, de quelle manière est-ce que ici, Jardiner c'est possible, pourrait faciliter l'épanouissement de l'individu? Quels pourraient être les régulateurs actuellement pour qu'on tende vers plus d'épanouissement? Les régulateurs, nous les avons en nous. Il s'agit de les activer. La régulation, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'une autorité extérieure. Tu vois, un des risques dans tous les lieux collectifs, c'est de partir de la proposition à l'imposition. Et ce lieu, dans certains cas, n'échappe pas à la menace de cela. Donc la régulation, c'est justement trouver ce point d'équilibre entre la proposition, sans basculer dans l'imposition. Et c'est quelque chose qui est très très délicat. C'est le psychanalyste, psychiatre Carl Gustav Jung qui disait, dans les 3 principes, il disait en allemand Geschehen lassen, laisser advenir, betrachten, observer, et sich auseinandersetzen, c'est-à-dire se poser soi-même comme un autre. Mais tu aperçois que la régulation, elle n'existe que si elle répond de manière intimement ressentie à ces trois impératifs. Laisser advenir, observer, et ensuite se poser dans une position d'altérité. Et la régulation, bon, elle peut être animée par des gens qui animent des moments de régulation, qui les facilitent. Mais personne ne fait la régulation à la place du collectif. Quand on met dans un groupe un animateur, on va dire, qui s'occupe de la régulation, il s'occupe de ce que la régulation se fasse. Mais il n'a pas, lui, à réguler. Parce que quand il régule, il ordonne. D'une certaine manière, on n'impose pas le silence. Et c'est pas toi qui me feras taire, alors donc je vais décider de me taire par moi-même. Voilà, c'est dit. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette participation à Blog Espace et c'est un plaisir. Les pistes que tu nous offres. Eh bien, écoute, c'est vraiment un plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt. On se retrouve en conférence.